Adrien Tchomakou, alors qu'il sonne 8h14 sur toute l'étendue du territoire national, je vous reçois dans ce studio. Bonjour Adrien Tchomakou. Bonjour Maureen, bonjour chers téléspectatrices et téléspectateurs de Eden TV et bienvenue à Eden Matin. Merci à vous. Ce matin, donc, les quotidiens ont livré certaines informations et à la une de Fraternité, vous parlez des marges de manœuvre de l'opposition à l'Assemblée nationale pour cette 9e législature qui sera installée dimanche prochain. Dites-nous tout sur ce que vous pensez des marges de manœuvre en ce qui concerne l'opposition. Merci Maureen. D'abord, est-ce que vous parlez des marges de manœuvre pour occuper le Perchoir ou bien vous parlez des marges de manœuvre en ce qui concerne de façon générale la 9e législature? Il s'agit en réalité des marges de manœuvre de façon générale, puisque si vous suivez Fraternité d'hier, nous avons parlé aussi des marges de manœuvre de la probabilité, la possibilité pour l'opposition de prendre le Perchoir. C'est toujours possible, parce que je le dis et je le dis toujours, ça peut arriver, rien n'est exclu. Nous avons déjà fait ce débat donc, ici, je ne voudrais pas c'est bien passé. Encore ce matin, Fraternité, dans sa livraison, a placardé en manchette des marges de manœuvre. En réalité, ça concerne d'abord, je dirais de façon générale, tous les députés, mais spécifiquement l'opposition. L'opposition parce que l'opposition, c'est d'abord 28 députés à l'Assemblée nationale, que les gens ne pensent pas que 28, c'est trop minoritaire pour ne pas beaucoup faire. L'opposition peut beaucoup faire à l'Assemblée nationale. D'abord, au regard des tests du règlement intérieur et d'autres tests de l'Assemblée constitutionnellement, c'est que l'opposition, par exemple, peut participer à toutes les 5 commissions du Parlement. Il y a en réalité 5 commissions. Il y a, par exemple, la commission des lois, la commission de l'administration et des droits de l'homme, la commission des finances et des échanges, la commission du plan, de l'équipement et de la production, la commission de l'éducation et de la culture et des affaires sociales et de la commission des relations extérieures, de la défense et de la coopération au développement. Autrement dit, l'opposition peut se faire représenter. L'opposition doit, c'est même une obligation pour l'opposition de se faire représenter dans chacune de ces commissions. Et la même personne, bien qu'il soit inscrit dans une commission, peut toutefois aussi participer, si le temps le lui permet, et aux travaux d'autres commissions. C'est pour dire que c'est dans la pure transparence que les activités courantes, les affaires courantes, les débats d'idées vont se gérer à l'Assemblée générale et à l'Assemblée nationale avec l'opposition. Vous savez, l'opposition a en réalité la main sur tout, comme tout autre député. C'est vrai, l'opposition, la probabilité est faible qu'elle prenne le Perchoir. La probabilité est aussi faible que l'opposition soit représentée dans, comment on l'appelle, les 7 membres du bureau de l'institution, mais l'opposition, en réalité, ce n'est pas obligatoirement être membre du bureau de l'institution qui est la véritable préoccupation. C'est qu'est-ce que vous faites à l'Assemblée nationale. Vous faites quoi? Encore que le règlement intérieur vous donne assez de prérogatives. Vous pouvez faire des questions d'actualité, des questions orales, des interpellations du gouvernement. Vous êtes là pour légiférer, mais aussi et surtout pour contrôler l'action gouvernementale. Donc l'opposition a assez de marge de manœuvre pour mieux se faire figurer à l'Assemblée nationale. L'opposition aujourd'hui, constituée de 7 députés à l'Assemblée nationale, pourra beaucoup nous apporter en matière de débats d'idées et des idées contradictoires. L'opposition qui représente dignement le peuple, comme beaucoup le disent, c'est que c'est l'occasion plus que jamais de montrer à la face du monde qu'effectivement qu'elle est une opposition digne, qu'elle est une opposition sur qui le peuple peut toujours compter. Mais toutefois, il faut dire quelque chose. Sur laquelle le peuple peut compter, mais d'abord, est-ce que cette opposition peut se faire représenter déjà dans le bureau de l'Assemblée nationale? Ce n'est pas évident parce qu'elle n'a pas la majorité. Tout est possible. Et si vous échangez en catimini ou
officieusement avec pour que tout soit possible, avec les opposants, pour que tout soit possible, est-ce que le vote sera vote le vote sera secret et individuel. Si le vote est secret, c'est possible. Mais si le vote n'est pas secret, je pense que ce n'est pas possible. Je pense que même si c'est un vote à main levée, c'est toujours possible. C'est une question de conciliabule, de consensus, parce que après tout, c'est la démocratie qui grandit. Ah oui, si aujourd'hui, c'est pourquoi je dis que ce n'est toujours même pas exclu que l'opposition prenne le choix. Il suffit tout simplement que Patrice Talon, chef de l'État, président de la République, chef suprême des armées, demande à ses députés, ces 81 députés, de soutenir par exemple Éric Koundété pour que le jeu soit fait, parce que tout le monde constitutionnellement, nous savons que l'Assemblée nationale, c'est le contre-pouvoir. Pour le président de la République de demander à ce que l'opposition prenne le choix. C'est pour la transparence de la gestion, l'intérêt, c'est pour la transparence de la gestion des faits publics. Vous savez, Patrice Talon, en prenant le pouvoir, surtout le second mandat, un vrai contrôle de l'action du gouvernement. C'est ça, a prôné la lutte contre la corruption. Ouais. Donc, Patrice Talon doit donner toute la main à l'opposition, à l'Assemblée nationale, pour que l'Assemblée nationale puisse mieux contrôler les actions du gouvernement. C'est de ça qu'il est question. Donc, ce n'est pas exclu, d'autant plus que les opposants même disent que tout au moins, ils vont occuper le poste de vice-président à l'Assemblée nationale. On attend le dimanche. Mais ce n'est pas les postes seulement qui conditionnent le contrôle de l'action du gouvernemental. Donc je pense quand même que assez de marge de manœuvre. Je pense qu'au pire des cas, l'opposition peut adresser des questions au gouvernement. Tout à fait. Même si on n'est pas membre du bureau de l'institution, on a la possibilité de se faire représenter dans toutes les commissions de l'Assemblée nationale. Et là, je pense que si vous êtes dans toutes les commissions, parce que d'abord, vous avez un regard, vous avez un regard sur tout ce qui se passe. Tout à fait. C'est-à-dire tout ce qui doit venir, vous analysez ensemble, vous appréciez ensemble et vous vous mettez d'accord sur ça avant que ça ne vienne en plénière. C'est de ça qu'il s'agit. Mais il y a aussi la création des groupes parlementaires, Adrien Jomaco. Oui, la création des groupes parlementaires, c'est un quota, c'est un nombre. Je pense que premièrement, les démocrates d'office, ils auront leur groupe parlementaire. C'est 10 par groupe. Avec la nouvelle loi, je ne maîtrise pas puisque nous sommes à 109 députés maintenant. D'accord. Donc, je pense que c'est dans le règlement intérieur, ils ont un quota, ils s'entendent sur ça. Une chose est claire, tout au moins. Peut-être ils auront 2, on ne sait jamais. On ne sait jamais, c'est ça. Groupes parlementaires. Donc, il y a assez de marge de manœuvre. Mais ce qu'il faut dire, c'est quoi? C'est que les députés de l'opposition doivent tirer leçon du passé. Je veux parler de la 6e, 7e et aussi même 8e législature. C'est-à-dire, vous savez, je prends un exemple. Parce que appelons un chien, chat et chat. D'accord. Guy Mitokbe, oui. Quand il était député à l'Assemblée nationale, vous vous souvenez que en ce moment, Patrice Talon était, je dirais, nouvellement arrivé. Oui, en 2016. On voulait réviser la Constitution. Oui. La première monture de la Constitution avait été envoyée à l'Assemblée nationale, ou bien ça devrait y aller. Donc, à un moment donné, il avait pris la parole, c'était Maître Adrien Roumbedi, qui était président de l'Assemblée nationale. Oui, je me souviens comme si c'était hier. Monsieur Mitokbe, l'honorable député, a pris la parole. Et il tenait un discours que je ne vais pas qualifier de discours discutoire. Incendiaire, un discours incendiaire, ça, merci de m'avoir prêté le mot. Mais Maître Adrien Roumbedi l'avait rappelé à l'ordre. Pour une première fois, une deuxième fois, il était obligé de suspendre la séance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, au regard du règlement intérieur, c'est-à-dire, les députés doivent obéissance non seulement au président de l'Assemblée nationale, mais ils doivent respecter les textes qu'eux-mêmes se sont fixés. Et là, si les députés de l'opposition ne font pas des débats d'idées, des débats objectifs, je pense qu'ils seront, ils seront punis, pour ne pas dire, c'est-à-dire ils seront eux-mêmes contraints
peut-être perdre leur poste à l'Assemblée nationale. Ils vont s'en prendre à eux-mêmes. Ils vont s'en prendre à eux-mêmes parce que les textes disent beaucoup de choses. Il y a des articles qui demandent à ce que les députés se respectent mutuellement, qu'au sein de l'hémicycle, les députés tiennent des propos discourtois. Courtois. Sinon, autrement, vous ne souhaiteriez pas que l'opposition soit donc caricaturée comme des gens qui tiennent des propos violents. D'accord. C'est ça. Donc, c'est pour dire que... Mais évidemment, moi, je compte beaucoup sur ces députés de l'opposition parce que quelqu'un à la trempe d'Éric Rouleté, qui a plusieurs fois déjà siégé à l'Assemblée nationale, qui a fait des années à l'Assemblée nationale, et je pense que de temps en temps, il va rappeler ses collaborateurs à l'ordre. Vous connaissez bien... non, Éric n'a jamais sa bouche dans sa poche. Il ne va pas le dos de la pierre. Rien que la vérité. Je pense quand même que c'est d'ailleurs lui qui va donner le ton à l'Assemblée nationale. Il va donner le ton à l'Assemblée nationale, mais je suis sûr et je suis certain que Éric Rouleté sera objectif dans ses propos. Éric Rouleté, à un moment donné, doit amener ses pairs, ses frères d'âme de l'opposition. Vous appelez à la courtoisie dans les propos. C'est ça, à la courtoisie, à la plus grande courtoisie, c'est de ça qu'il est question. Parce que, vous savez, notre démocratie triomphe et ça triomphera toujours avec le concours de chacun et de tous. Si nous sommes là et on se dit non, il faut des invectives, si vous faites des invectives, si l'opposition fait des invectives, l'opposition va perdre son siège à l'Assemblée. Les textes sont clairs sur ça. Ah oui? Très bien. Si c'est des propos qui ne répondent pas aux normes, les sanctions sont là et les sanctions seront appliquées. Je ne le souhaite pas, puisque c'est déjà 28, je ne souhaite pas qu'on revienne à 27, 25, pourquoi pas 20. Donc il est souhaitable que tout se passe dans la règle de l'art, que nous soyons fiers d'avoir une opposition digne du nom à l'Assemblée nationale. Quand vous prenez le journal Fraternité de ce jour, c'est clairement dit dedans, nous avons rappelé les articles qui parlent de ça, des articles qui punissent, qui suspendent les députés à l'Assemblée nationale. Donc, en réalité, ce que je dis, ce n'est pas seulement l'opposition. Même les députés de la mouvance. Si des députés de la mouvance pensent qu'ils vont tenir des propos discourtois envers des députés de l'opposition ou d'autres collègues, ou bien contre le gouvernement ou contre le président de l'Assemblée nationale, c'est que ces députés à l'Assemblée nationale, qu'ils soient de la mouvance ou de l'opposition, vont subir le coup de la loi. Tout compte fait, aujourd'hui, il y a une chose, ce n'est plus l'Assemblée où on mange... on mange de l'arachide, on est là à taper. On tape, on transforme les tables en tam-tam. Ça, c'est du passé. Nous avons eu droit à la 8e législature, à une assemblée responsable. Tout à fait, la 8e mandature. Même si elle fut monocolore, elle a été responsable. C'est ce que vous pensez, je le dis toujours. Elle a été responsable. Si les gens optent à une chaise vide, s'ils ne veulent pas aller à une élection, ceux-là qui sont allés à l'élection vont siéger là où ils doivent siéger. C'est de ça qu'il est question pour la 8e mandature. Donc, je félicite au passage, je félicite l'équipe de Louis Flavonou qui a beaucoup apporté pour cette nation. Vous voyez, 4 ans de gestion parlementaire, ce n'est pas facile. Il faut encore bravo à tous les députés de la 8e mandature qui vont les députés de la 8e mandature qui vont déposer leur âme ce dimanche. Il faut encore merci à vous pour avoir contribué au développement de mon pays, pour avoir sauvé d'une manière ou d'une autre la République dans laquelle nous sommes. Même si ce fut monocolore, ça a été fait. C'est vous qui pensez à cela. Et je pense que tout se passe très bien dans mon pays. Et je félicite le chef de l'État pour sa détermination à lutter contre la corruption. Vous avez donc passé en revue les éléments qui vont constituer les marges de manœuvre de l'opposition à l'Assemblée nationale. Vous n'avez pas manqué de parler également de la mouvance. Nous allons donc partir maintenant de l'autre côté du Cameroun pour parler de l'assassinat du journaliste camerounais Martinez Zogo. Cette affaire dans laquelle il y a eu nombre d'arrestations hier et pas des moindres. Vous savez,
La démocratie passe toujours par la pluralité des expressions et aussi surtout par la liberté d'expression, la liberté de la presse. La liberté de la presse, ce n'est pas facile, ce n'est pas donné à tes gouvernants d'accepter la liberté de la presse. C'est la chose la plus compliquée sur Terre parce que le journaliste dit la vérité et rien que la vérité. Le journaliste remet le couteau dans la plaie, le journaliste dénonce, le journaliste est là pour découvrir, mettre sur la place publique ce que beaucoup cachent. Et c'est ça ce que notre confrère Zogo Martinet, le Camerounais, le journaliste camerounais, a l'habitude de faire au Cameroun. Il organise une émission matinale comme vous l'organisez ici tous les matins. Et si vous suivez l'actualité, Reporters sans frontières l'a dit, c'est un journaliste, comme on le dit, un journaliste de renom, un journaliste, vous savez, Cameroun, le chef d'État camerounais a déjà bouclé ses 40 ans de pouvoir. Donc 40 ans de pouvoir, et pendant tous ces 40 ans, c'est qu'il y a beaucoup de Camerounais qui sont contents, et ils sont là, ils ne veulent pas la vérité, ils ne veulent pas que beaucoup de choses soient révélées au grand jour. Et c'est ça, le journaliste, lui, il a été toujours comme ça. Lui, dans ses émissions, il ne fait que dénoncer. Il ne fait qu'amener les compatriotes de leur pays à faire des dénonciations. Et bon, les gens n'aiment toujours pas la vérité. L'Africain n'aime pas la vérité. Ce n'est pas au Bénin seulement, hein, pas du tout. Donc c'est dans l'exercice de ces fonctions que ce Camerounais, malheureusement, a été capturé, a été enlevé et par la suite assassiné. Il a été retrouvé mort. Mais vous savez, un journaliste tué dans ces conditions, il faut obligatoirement de la lumière sur ce dossier. Et c'est l'enquête qui a été ouverte. Au fil des jours, on constate que c'est beaucoup de personnes, puisque le monsieur gêne plus d'un. C'est ce que je dis, ce que nous disons ici sur ce plateau. Vous pensez qu'il y a des gens qui aiment entendre ça? Les gens ne sont pas contents d'entendre parler de l'opposition ou d'entendre parler de la mouvance. Ah oui, parce que des gens ont des intérêts dedans. Donc, les journalistes gèrent des intérêts des uns des autres. Et quand vous suivez l'actualité au Cameroun, c'est que finalement, on apprend que il y a un homme d'affaires. Ils sont nombreux, hein, un homme d'affaires. Qui aurait financé donc l'assassinat. Et pas des moindres qui aurait financé son assassinat. Et là, quelqu'un qui veut faire une révélation, lui a dit si jamais il le fait, c'est que lui-même il est parti. Oui, mais il a fait, non? Il a fait une partie de révélation. Il a fait une partie de la révélation. On apprend même qu'il y a 10 millions de francs CFA qui ont été donnés à quelqu'un pour pouvoir complètement le faire taire. Et là, je dis c'est extrêmement grave. On apprend même que il y a même des agents de service de renseignement de ce pays qui sont impliqués dans l'affaire. C'est vraiment malheureux. Ici, et sur votre plateau, je voudrais d'abord rendre un vibrant hommage à ce journaliste émérite, ce confrère qui fait la fierté de l'Afrique et du monde entier, mais qui malheureusement a été assassiné pour avoir dit la vérité, pour avoir fait ce qu'il fait quotidiennement, matinalement. Et vraiment, une fois encore, je présente au nom de la presse béninoise, nos condoléances les plus attristées à toute sa famille biologique, à sa famille, et la presse camerounaise. Et à la presse camerounaise et à tous ses enfants. C'est difficile, ce n'est pas facile qu'un journaliste soit tué dans ces conditions pour avoir dit la vérité. Et c'est ça le véritable problème. C'est en cela que moi je dis, si Patrice Talon ait le courage de dire publiquement qu'il faut consulter les professionnels des médias, qu'il faut réformer la presse au Bénin. Je pense que c'est l'occasion pour nous de saisir cette brèche et de nous rendre plus forts, de rendre plus forte la liberté de la presse. Parce que rien ne vaut la liberté, rien que la vérité, que la liberté. Il faut que nous saisissons cette occasion pour que, à jamais, à grand jamais, les journalistes, dans l'exercice de leurs fonctions au Bénin, ne soient non plus même arrêtés et détenus ou incarcérés à tel ou tel autre endroit. Que ce soit la fin de ce que nous avons suivi jusqu'à ce jour. La liberté doit être vraiment chère pour nous, c'est vrai. La presse, les journalistes
vivent dans une précarité notoire. Combien de journalistes au Bénin ici gagnent 350 000 francs par mois, tout au moins pour leur déplacement, pour leur habillement, pour des dépenses quotidiennes. Nous ne sommes pas nombreux. Je dis que c'est très grave et c'est extrêmement grave. Combien de journalistes aujourd'hui, béninois je veux dire, sont déclarés à la Caisse nationale de sécurité sociale? C'est le véritable problème. Mais combien de journalistes ont leur maison, vivent chez eux? Combien de journalistes ont un moyen de déplacement? Il y a beaucoup de choses que nous devons régler, que Patrice Talon doit nous aider à régler. Et je pense que la HAC, il a commencé. Il a commencé par jouer sa partition. Tout à fait. Je parle du président de la République. Pas jouer sa partition. La HAC a déjà annoncé, il ne l'a pas encore mis sur pied. Je veux parler de la commission nationale qui sera mise sur pied pour étudier cette volonté du chef de l'État pour entamer les différentes consultations. Mais je dis toujours quelque chose, la HAC telle qu'elle est constituée ne peut pas mieux faire le travail parce qu'il n'y a que 2 professionnels des médias du Bénin qui sont conseillers à la HAC. Donc, il nous faut inéluctablement changer notre constitution pour que la HAC soit représentée rien que des conseillers, journalistes, professionnels des médias, afin que nous puissions mieux gérer nos problèmes. Parce que prendre en main notre destin. Prendre en main notre destin, c'est ça le véritable problème. Personne ne quittera ailleurs pour pouvoir nous régler nos problèmes. Ce n'est pas, je le dis, les professeurs, les commerçantes, l'avocat ou d'autres personnalités bien qualifiées qui siègent à la HAC qui peuvent véritablement régler les problèmes des professionnels des médias du Bénin. Voilà qui est Donc, dit. je pense qu'on doit réviser la Constitution. La révision de la Constitution est impérative pour rendre pour que les journalistes aient une vie décente. C'est de ça qu'il est question. Oui, mais quand vous parlez de révision de la Constitution, vous savez que c'est une expression que les Béninois n'aiment pas entendre. Vous pouvez dire le toilettage de notre texte fondamental. C'est la même chose que vous dites. Mais vous nous révision, ça choque. Merci de m'avoir prêté l'expression. Donc je pense que le toilettage de notre loi fondamentale, que ce toilettage doit être une réalité afin que les journalistes aient une vie décente. Allez en Côte d'Ivoire tout près. Le journaliste le moins payé est au moins à 850 000 francs. Oui, mais c'est aussi le coût de la vie. On ne ça refuse dépend pas, de mais la cherté de la vie. Au Bénin, ici aussi. En Côte d'Ivoire, les loyers ne sont pas à 30 000. En Côte d'Ivoire, les loyers ne sont pas à combien? Voilà, donc c'est des loyers de 150 000. De 250 000. Je pense que le Bénin peut y arriver si on touche la Constitution et qu'on amène le chef de l'État à nous accompagner davantage. En tout cas, c'est dit. On Vous va. savez qu'il y a au moins. Il ne nous reste que 3 minutes pour aborder un dernier sujet. Il y a près de 20 milliards. Très bien. Il y a au moins 7 milliards de francs CFA que le gouvernement béninois doit à la presse. Ah bon? Oui, par rapport à l'aide de l'État à la presse. C'est là depuis que Patrice Talon est venu. Et chaque année, ça augmente. Et qui sont ceux qui bénéficient de l'aide? Personne n'a bénéficié depuis que Patrice Talon est là. Qui bénéficiait avant son arrivée? Les patrons de presse qui géraient ça. Il y a l'aide directe, il y a l'aide indirecte. Je suis patron de presse et je vous avoue qu'il faut constituer des dossiers. Quand vous êtes un organe sérieux et que vous n'avez pas été condamné par l'ODEM, la HAC, le tribunal, tout ça, ça rentre en ligne de compte pour que vous octroie l'aide directe. Pour l'aide indirecte. Je pense que si de 2016 à maintenant, si on doit octroyer, je pense que c'est le groupe de presse, notre groupe de presse qui va prendre les 7 milliards là, parce que on n'a jamais été condamné depuis 10 ans, donc vous comprenez. C'était une parenthèse. Félicitations à vous. Vous faites effectivement preuve de professionnalisme à Eden TV comme en fraternité. Au groupe de presse Fraternité Canatois, c'est le label. Oui, c'est le label, vous avez raison. On va finir rapidement par cette situation qui concerne le DG de Baobab et ses collaborateurs qui sont enfin déposés en prison selon certains quotidiens ce matin. Oui, vous savez, je m'attendais à cela parce que, vous savez,
D'abord, on parle de plusieurs morts. 22 morts, par la suite, c'est allé à 25. Je parle de 27. Je parle des morts calcinés à Dassa, des rescapés qui sont évacués à Cotonou et à Boumé-Calavi. Et par la suite, on était informé de ce que le DG Baobab Express et 3 de ses collaborateurs ont été arrêtés, gardés à vue à Dassa sur instruction du procureur. C'est une évidence. D'abord, ils ont été arrêtés, gardés pour leur propre sécurité. Et je l'ai dit aussi sur le plateau, il y a eu beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte. Est-ce toujours pour leur sécurité qu'ils se sont retrouvés en prison maintenant? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et je pense que la voix la plus autorisée prendra la parole d'ici vendredi, si tout va bien. Vous parlez du... Je parle de la police républicaine, le porte-parole de la police républicaine, Yerima. C'est un capitaine, non? Capitaine de police. C'est un capitaine de police, c'est lui qui est le commissaire du FIFADI. Il prendra la parole pour mieux nous situer parce que on a appris beaucoup de choses et d'autres responsables de Baobab Express continuent de la remettre en cause. Donc, comme ce n'est pas officiel, je ne veux pas détailler ces trucs-là ici. Je sais que vous êtes dans le secret de Dieu. Quand même. Oui, je suis informé de beaucoup de choses, mais j'ai aussi l'obligation de réserve. D'accord. Puisque vous parlez des gens déposés en prison, j'ai lu dans le journal Le Potentiel tout à l'heure, quand vous avez fait votre projection, Yves Talon. Oui, un certain. Yves Talon. Oui. On dit que c'est le neveu de Patrice Talon. J'ai suivi le journal Le Potentiel. Arrêté, on dit que c'est un cousin. Le cousin, c'est ça. Qu'il a été arrêté, placé en détention cela montre préventive. Que l'impunité zéro n'échappe pas à la... Ça n'échappera à personne. D'accord. Vous savez, je vous dis... Est-ce que vous êtes informé de cette affaire dont on l'accuse et tout? Est-ce que vous êtes informé? Je suis informé, mais je ne suis pas... Au regard des tests, puisqu'il est toujours présumé, n'est pas encore condamné. Pour son implication dans une grosse et louche affaire. De quoi s'agit-il? Ce n'est pas à moi de le dire ici. Est-ce que je vous dis? Au regard des tests, aujourd'hui, quand quelqu'un est placé en détention préventive, ce n'est pas un journaliste Bon, vous savez, sur les réseaux sociaux, ça peut se dire. Ça peut se dire sur les réseaux sociaux. Ça peut aussi se dire sur... même dans la presse écrite aussi, c'est autorisé. Mais à la télé ou à la radio, je dis non. D'accord. Très bien. Mais une chose est claire, ce que je veux souligner, c'est quoi? C'est que personne, si vous prenez 5 francs de l'État, ou bien vous êtes tremblé dans une affaire de drogue, ou dans une affaire, en tout cas, qui concerne l'impunité, ou dans une affaire louche, ce n'est pas parce que vous êtes le frère aîné ou le petit frère du chef de l'État, ou de Wilfrid Léon Houbedi, ou du ministre des Affaires étrangères, ou bien de qui? De n'importe quel ministre. Ou bien de Adrien Tchobakou. Adrien Tchobakou n'est rien dans la République. Qu'on va vous sauver. Non. D'accord. Nous sommes tous égaux devant la loi. Nous avons suivi la rigueur de la loi. Et je pense que le procureur de la République fait correctement son travail. C'est l'occasion pour moi de féliciter tous les magistrats du Bénin. Ils font beaucoup pour notre pays et ils doivent continuer à en faire davantage. Ce qu'ils doivent faire par rapport... Il y a un dernier qui a été suspendu. Récemment. Oui, c'est-à-dire... Et puis la Cour va se prononcer là-dessus. Mais ça, là, c'est entre eux. Ça sera géré. C'est le Conseil supérieur de la magistrature qui l'a proposé, un conseil des ministres. Vous le saluez aussi. Vous le félicitez aussi. Oui, je le félicite. Il est magistrat après tout. Même s'il a commis une faute très grave et qu'il est suspendu, même radié, au moins, dans son passé, il a beaucoup fait pour la République. C'est ça. Tous ceux qui sont magistrats, je dis félicitations pour eux. Et ce que je demande, c'est quoi? C'est que pour mieux lutter contre l'insécurité routière, pour mieux lutter contre les accidents de circulation, qui n'hésitent pas... Ou la délinquance routière. Ou la délinquance routière. D'abord, les députés doivent très rapidement légiférer, voter une loi pour casser le code électoral. C'est prévu par Secondo, le gouvernement. Il faut que les magistrats nous aident en faisant quoi? Les maires, les conseillers locaux et les conseillers communaux, qui ont la chance de bénéficier des voies inter-État, qui passent dans leur arrondissement. Là. Si les édifices
de ces voies tombent sur la route et causent des accidents, il faut que les magistrats nous aident à mieux les fesser, à mieux fesser ces mères-là. Il faut que les magistrats nous aident à mieux fesser ces conseillers communaux. Parce que c'est inadmissible que le maire sait que un gros porteur est venu percuter, même si c'est le gros porteur qui doit payer. En attendant qu'on ne lui fasse la facture, il faut que la mairie, ou tout au moins le conseil communal de la zone, nous repasse ça rapidement, quel que soit le coût que ça va lui coûter. Parce que ces édifices qui tombent sur la voie causent encore d'autres accidents, et c'est même des accidents plus graves. Adien Chamakou, merci. Et on doit aussi nous électrifier les voies. Vous avez vu l'enfant de Kérékou, feu Mathieu Kérékou. Son enfant, je veux parler du petit frère, du grand frère de Modeste Kérékou, qui est décédé il y a 5 ans. C'est pour défaut d'électrification sur la voie d'Abomey-Calavi. Moi, journaliste, vous savez, je quitte le service à 0h, 1h du matin. Tu quittes Ménotin pour te rendre à Calavi, ou plus précisément à Kassato où je vis, mais tu ne vois pas la lumière sur la voie. Ouais, mais donc, vous traversez alors la zone de l'aéroport de Calavi. Donc, dans une zone d'aéroport, il n'y a pas de lumière. Donc, comment ça? Et toi, comment vous appelez ça? Échanger à Godomé. Échanger à Godomé à M. Sedo, là. Tout ça, c'est une zone d'aéroport. Donc, nous allons mourir d'abord, avant que l'aéroport ne soit opérationnel. C'est pour que les avions, les pilotes ne confondent pas les lumières de la piste aux lumières qu'on doit mettre sur les routes. Je te le concède. Voilà. Bon, je pense quand même que c'est un sujet dont on ne cesse de parler ici, l'éclairage de la commune d'Abomey-Calavi, les voies de la formule. Et puis on en parle tous les jours. Et puis personne ne répond. On n'a pas de résultat. Adien Chamakou, merci d'être venu une fois encore ce mercredi opiner sur les sujets d'actualité dont les canards ont parlé. Merci pour vos analyses. Merci également pour vos commentaires. Vous avez été suivis, vous avez été entendus.